Oui. Oui, je voudrais poser une question aussi. C'est quelle part va-t-on faire à la mémoire de Paul Desjardins, qui a permis que Pontigny, où tout le monde vivotait, et a vécu quand même sur le plan européen, sinon un peu mondial, pendant 40 ans, en gros. Puisqu'il s'est installé à Pontigny à la séparation de l'Église et de l'État, donc c'est un moment de notre exercice de la laïcité qu'il est peut-être aussi important de rappeler. Et donc il a institué les décades de Pontigny qui ont duré pendant 4 ans avant la guerre, la première, et qui ont repris en 1922 pour se terminer en 1939. Hein. Et avec notre habitude française de célébrer tous les 100 ans des anniversaires et de revenir sur le passé par des célébrations, mais aussi par des études, je pense que tout ce qui s'est passé à Pontigny, non seulement sur le plan littéraire avec Gide, la NRF, mais aussi sur un plan plus politique, puisque Paul Desjardins et ses amis s'opposaient à la fois au nazisme et au communisme. Enfin, ils essayaient de trouver une voie entre les extrémismes. Il me semble que toute cette mémoire, toute cette vie intellectuelle de la France va être réétudiée pendant les années qui viennent, et que c'est peut-être important qu'il y ait à Pontigny un lieu où on puisse célébrer cette mémoire, et où aussi les lycéens et les étudiants pourront voir un témoignage d'une époque qui a été très importante. Alors, et qui sera célébrée. Voilà. Je vais faire 2 observations. La première, c'est que Desjardins, en gros, c'est 50 ans. Oui. Sur 900 ans. Oh. Attendez, c'est 50 ans. Deuxièmement, je suis certain que mon projet ne satisfera pas tout le monde. C'est obligatoire. Par contre, dans le musée, il y a une partie qui est prévue pour raconter l'histoire des cisterciens. Puis, une autre partie pour raconter l'histoire de Pontigny. Et une 3e partie pour raconter l'histoire de Chablis et du Chablisien. Et bien si à l'intérieur de l'histoire de Chablis, on met en valeur Paul Desjardins, mais non seulement j'approuverai, mais je dirais que ce sera nécessaire. Voilà, maintenant, je vous dis, moi mon objectif, c'est d'essayer de faire tout pour revenir à l'initiale du bâtiment des Convers au XIIe siècle. Et donc, j'ai un certain nombre de photos que je pourrais voir avec vous, parce que quand j'ai parlé de la 2e salle que nous allions découvrir en sous-sol, eh bien, je peux vous la montrer, cette salle. Aujourd'hui, vous ne la voyez pas, mais elle est susceptible d'être vue. Il faut simplement retirer la couverture. Alors, retirer la couverture, c'est se transformer en immense femme de ménage et tout nettoyer. Mais vous voulez que je vous montre des images, c'est saisissant. Voilà une image. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Eh bien, dans un coin, vous voyez un pilier. Eh bien, c'est un pilier comme ceux qui se trouvent dans la salle au-dessus. Je vous donne un autre exemple. Voilà, ici, ça, c'était une ancienne chaudière ou quelque chose comme ça. Eh bien, dans un coin, vous avez un pilier. Il faut tout retirer. Et quand on aura tout retiré, eh bien, voilà, ici, eh bien, c'est un pilier, il semble être enfoncé, mais pas du tout. On a comblé tout autour. Eh bien, on va tout dégager. J'ai vu avec l'architecte en chef des monuments historiques, et nous allons avoir une 2e salle en dessous de la première. On est tout à fait d'accord, effectivement, pour ce type de... Voilà. Simplement, ce sera... Mais je vous dis, Paul Desjardins aura sa place,
Et il n'aura pas toute la place. Pas toute la place, mais pas sa place. Mais une histoire, c'est une histoire sur du long terme. Mais madame, je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est à cela, effectivement, que nous serons... Si j'ai bien compris, dans le projet, l'ancienne maison de Paul Desjardins est transformée en résidence pour artistes ou pour... Attendez, non j'ai prévu qu'on Mais fasse 2 résidences d'artistes. Et c'est on dans va cette les ancienne mettre maison là. aussi. On va les mettre là. Oui, c'est ça. Mais Donc il n'y aura là, pas c'est- que ça. c'est Il une y aura manière peut-être de aussi, finir. vous savez, le domaine est tellement vaste que je souhaite qu'il y ait un certain nombre de personnes qui habitent là. Alors il se trouve que nous allons acquérir la prélature. Monsieur le maire, merci de nous l'avoir proposé. Et la prélature est un des bâtiments immenses dans lequel nous allons faire l'herboristerie et la vente des produits. Eh bien, moi je trouve que ce qui serait bien, c'est qu'on ait un petit nombre de personnes qui habitent sur le site. Il est tellement vaste, et même si on fait tous les contrôles vidéo possibles et imaginables, ça ne remplacera jamais la présence. S'il y a un incident, il faut que quelqu'un puisse intervenir. Et donc, oui, on a prévu, et si on a prévu 2 résidences d'artistes, ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas la place dans cette maison qui est grande de faire un appartement pour quelqu'un qui y habite. Et puis un autre appartement peut-être dans la prélature, je n'en sais rien. Vous savez, je demande 2 années avant que nous entrions véritablement dans la phase opérationnelle de Pontigny. Et donc, 2 ans, c'est le temps qu'il nous faut. C'est trop grand pour qu'on fasse ça en 3 mois, c'est pas possible. Et donc, on sera opérationnel en 2023 si on a été bon, si on a bien prévu et anticipé tous les problèmes, c'est-à-dire, j'en parlais avec Michel Bézi, faire le chemin critique, le PERT de Pontigny. Le PERT, c'est pas une perte, hein, c'est le RTH. Et donc, oui, je pense que si on n'est pas trop mauvais, début 2023, on accueillera le public. Je voudrais, Monsieur Schneider, si vous le permettez, parce que les mots ont un sens, parfois ils peuvent être blessants ou mal interprétés. Quand j'ai utilisé le verbe vivoter, j'espère, je ne voulais surtout pas qu'il soit mal interprété. Au contraire, les associations ici présentes ont eu le mérite de mettre Pontigny, si vous voulez, en lumière, mais avec leurs moyens, qui n'étaient pas très très importants. Alors si j'espère que je n'ai vexé personne. On va dire survie. Oui, voilà, c'est plus élégant peut-être, le résultat est peut-être le même, mais au contraire, moi je salue le travail des associations qu'il ne faut d'ailleurs, mais vous l'avez bien dit et c'est prévu dans le projet, qu'il ne faudrait pas oublier parce qu'elles se sont investies corps et âme, et ça il faut le dire. Donc si le verbe vivoter, et je m'en excuse, a pu les blesser, voilà, qu'elles soient rassurées. Au contraire, j'ai beaucoup d'admiration moi pour les gens qui bénévolement s'investissent justement pour essayer de maintenir en vie tous nos atouts, quoi. Mais alors là, on est dans une autre dimension, bien sûr, mais encore une fois, tout le monde jouera son rôle, aura son rôle à jouer, quoi. Voilà, mais je voulais le préciser parce que, vous voyez, il faut faire attention. Hein. Moi, je suis très très Je sensible. trouve que ce serait bien qu'il y ait quelques questions qui soient posées sur l'organisation de la société des produits, parce que là, on s'est concentré sur la partie artistique et culturelle. Mais en fait, vous savez, le parti artistique et culturel, le poids de l'abbaye est tel que je dirais que le travail, il est d'une simplification, il est d'une simplicité extrême. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'abbaye, et puis on rajoute des choses pour mieux faire connaître l'abbaye. Mais par contre, il y a une création qui est une véritable start-up, et j'ai dans ma vie créé plusieurs sociétés à partir de zéro. Mais je peux dire que ça, c'est quelque chose de difficile. Et ça va être la responsabilité de Bruno Chaud, de Jérôme et d'Amandine. Et j'aimerais que vous leur posiez, si c'est pas trop vous demander, quelques questions pour que, voilà, ils vous éclairent sur la manière dont ils vont conduire le projet. Je pense que quand on additionne la complémentarité de ces 3 personnes, on arrive à une équipe assez exceptionnelle. Je pense que
il aurait été difficile de trouver beaucoup mieux que... Voilà, alors... je vais quand même pas, moi, poser les questions. Je peux y aller, oui. Oui, Marie Évrard. Donc, je vois votre projet, il est très intéressant, il est très ambitieux, ça donne envie. Mais quand je vois la déclinaison, je ne peux pas m'empêcher de penser au roncemet. Oui. Donc, il y a 25 ans, j'avais fait une étude sur les confitures, et avec des petits fruits, des arbres qui ont été plantés sur 25 hectares, je crois, à l'époque. Donc, c'était déjà... Plus que ça, oui. Oui, c'était en culture biologique. Et donc aujourd'hui, roncemet n'existe plus. Tout est resté sans repreneur, ça a été vendu. Je ne connais pas l'histoire. Alors moi je le connais. Je le connais bien. Donc j'ai automatiquement, en voyant le projet, je vois un petit peu la même déclinaison et j'aimerais connaître un petit peu comment vous allez fonctionner au niveau de tout ce qui est culture agricole. D'accord. Petits fruits, confitures, j'ai vu qu'il y avait ça. Alors je ne sais pas, moi, si vous voulez que je vous réponde pour vous raconter l'histoire en 3 mots de roncemet, c'est assez facile. En fait, roncemet aurait dû être fait à Joigny. Parce que j'avais eu une promesse de la part du maire de l'époque de mettre à ma disposition 100 hectares de la forêt de Manial qui appartenait à Joigny. Or, Joigny, ça avait un vrai sens, parce qu'on était, c'est le cas de le dire, à égale distance de Sens et d'Auxerre. Et donc il y avait une zone de chalandise qui permettait l'équilibre du golfe. À la place de ça, lorsque j'ai eu monté le projet sur le plan financier et que j'ai dit au maire de l'époque que maintenant on pouvait signer l'accord sur les 100 hectares, eh bien les 100 hectares ont brutalement disparu pour des raisons politiques dont je ne souhaite pas, sur lesquelles je ne souhaite pas m'étendre. Mais la promesse, eh bien, n'a pas été tenue. Or, on avait les moyens de créer le golfe. Et là, j'ai été poussé par mon ami Jean-Claude Hamel, alors que j'aurais dû arrêter. J'aurais dû lui dire, ça n'est pas raisonnable, parce que roncemet, il n'y a pas la zone de chalandise nécessaire. Vous avez la moitié de la zone, vous touchez au cerf, et vous touchez, et le reste, pas possible, parce que vous êtes à 1 heure de Sens. Et donc, dès le départ, lorsqu'on s'est installé à roncemet, le projet n'était économiquement pas viable. J'ai fait une erreur, c'est de le continuer. Et à partir de ce moment-là, nous avons fait une extension. C'est-à-dire que j'ai créé un hôtel, j'ai créé un restaurant, en me disant il faut sortir par le haut en investissant davantage. J'ai investi beaucoup, j'ai perdu énormément, mais ce n'est pas le sujet. Ce que je peux dire, ça n'a pas coûté un sou à la communauté. Et que deuxièmement, il reste une chose, c'est un golf. Et donc, à partir du moment où j'ai créé cette extension, il se trouve qu'on a eu une étoile au Michelin. Et cette étoile au Michelin a permis que, pour la première fois, on équilibre. Mais le problème, c'est un problème humain. C'est que le chef qui a eu l'étoile, il me dit, ben, maintenant que j'ai eu une étoile, mon salaire double, celui de ma femme double, et en plus, il y a des frais de représentation, parce que ma femme doit beaucoup changer de tenue tous les jours. Et donc je suis arrivé à un montant de dépenses nouvelles tel que je retrouvais le même déficit annuel. Alors là, je me suis tourné vers Marc Monod, qui lui était dans une situation très difficile. Et moi, je lui dis, écoute, je t'apporte une société qui n'a aucune dette, qui est financièrement parfaite, et donc toi tu vas apporter ton talent, et au lieu d'une étoile, tu vas m'en faire 2, et puis j'ai plus besoin d'un chef qui me demande de doubler son salaire, c'est toi qui t'en occupes. Et puis voilà, et puis ça s'est terminé pour sauver Vézelay, on a vendu roncemet, on l'a vendu à un promoteur immobilier, le promoteur immobilier a fait faillite, ayant fait faillite, le roncemet s'est retrouvé avoir été donné en hypothèque pour l'emprunt, et donc c'est devenu la propriété de la banque. Et à partir du moment où c'était la propriété de la banque, pendant 10 ans, la banque a fini par boucler les fins de mois en mettant chaque année 200 ou 250 000 euros. Et puis au bout de 10 ans, eh bien, ils ont préféré vendre à la casse,
mais au moins faire un write-off, excusez-moi, une suppression dans leurs actifs du montant de l'achat, donc du montant de la valeur. Et voilà, c'est maintenant entre les mains d'une équipe qui me paraît intéressante, qui est ambitieuse, et je leur souhaite beaucoup de réussir. Le challenge est très difficile, parce qu'on est sur une zone de chalandise qui est trop faible pour faire vivre un golf. Or, vivre un golf, c'est une installation qui coûte très cher, c'est des jardiniers qui entretiennent à longueur d'année le terrain. Le terrain de golf comprend 80 hectares, et c'est 80 hectares qu'il faut entretenir comme un jardin, hein, même avec des coupes à 5 mm ou 6 mm. Donc tout ça est compliqué, mais je n'ai aucune honte. Je suis même fier d'une chose, c'est que là où il n'existait rien, j'ai fait un golf. Qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui? Et ça n'a pas coûté un sou la collectivité. Qu'est-ce qui peut arriver aujourd'hui? Que ça redevienne un champ de pommes de terre, ce que j'ai acheté. Mais au moins pendant 25 ans, ça aura existé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Rien. C'est la réalité. Voilà. Alors maintenant, vous aviez des questions sur les produits. Alors Amandine. Vous souhaitez savoir donc, comment va fonctionner la production. Donc il y aura forcément une partie de la production qui sera faite dans l'enceinte de l'abbaye, puisqu'il y a des terres qui sont exploitables. Et après, donc, pour approvisionner les ateliers de transformation, notre travail va être de nouer des partenariats avec les agriculteurs locaux, avec la grange de Beauvais, pour pouvoir avoir suffisamment de matière à transformer et aboutir à des produits finis. Est-ce que je réponds à votre question? Ce qu'il faut dire aussi, sur le plan économique, ce qui a beaucoup de sens dans notre construction, c'est que tout le maraîchage va avoir une clientèle privilégiée, celle de la cafétéria, du restaurant et de l'hôtel. Et donc, je vous ai dit tout à l'heure, notre projet est un puzzle. Et donc, il y a une complémentarité. On fait des produits ultra bio, et on a un débouché essentiel, c'est l'hôtel, le restaurant et la cafétéria. Et on a comme autre débouché la clientèle locale. Mais ce n'est pas la clientèle locale qui va nous permettre de survivre. Ça va être essentiellement l'hôtel, le restaurant et la cafétéria. Pour tout le maraîchage. Or, d'après ce que vous m'avez dit, je n'y connais rien du tout. Mais c'est le maraîchage qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps, beaucoup de main-d'œuvre. Et dans la configuration des lieux, on ne peut pas avoir un maraîchage très mécanisé, et donc forcément le coût de production ce sera de la main-d'œuvre. Va être important, et donc c'est pour ça qu'il sera valorisable uniquement, surtout via des réseaux comme restaurants haut de gamme. D'où la nécessité de s'entourer de vrais professionnels. Donc l'équipe, elle devrait être complétée en effet par un chef de culture et un ingénieur agro pour toute la partie production. Monsieur. Thierry Brett, Presse Évasion. Il y a donc un modèle économique qui va se mettre en place. Est-ce que vous pourriez nous l'expliquer un peu par rapport à l'équilibre que vous attendez sur ce projet? Combien de visiteurs attendez-vous au terme de ce concept? Et vous avez parlé de l'international. Comment allez-vous y prendre pour faire connaître le produit à l'international? Merci. Merci. Alors sur ce sujet, bien évidemment, là, comme on vous l'a expliqué, on va monter en puissance progressivement avec les 2 années préparatoires d'études et ensuite de mise en place des outils en vue de pouvoir démarrer en 2023. Alors là, on est en train de préparer effectivement un business plan. Aujourd'hui, bien évidemment, une grosse partie de la contribution des recettes et des résultats qu'on peut imaginer va dépendre de ce niveau de visite. On pense, en tout cas dans le business plan qu'on est en train de mettre en place, une montée progressive de visites pour démarrer un peu moins de 100 000 visites par an à 400 000 personnes
d'ici 4-5 ans. Alors, pour donner juste une jauge, aujourd'hui le site il accueille entre 30 et 50 000 personnes par an, si je ne dis pas de bêtises. Et un site comme Guédelon, c'est 300 000 visiteurs par an. Et un site comme Vézelay, c'est à peu près 1 million de visiteurs. Voilà. Donc on imagine en tout cas une montée progressive, on ne va pas pouvoir tout de suite être à ces niveaux-là. Et donc nos données financières prévisionnelles tiennent compte de cette montée progressive. Donc en utilisant ce premier critère et avec l'ensemble des activités qu'on imagine pouvoir développer, le réalisme nous dit que on doit pouvoir arriver à un équilibre financier d'ici 5 ans. Si on se débrouille bien, si on vraiment arrive à avoir de la réussite, on pourra peut-être le faire un petit peu avant. Mais en tout cas, c'est à peu près les délais dans lesquels on imagine pouvoir rendre le site rentable, viable, autonome, complet. Alors bien sûr, il va falloir le financer pour arriver à cette étape-là. On est en train de réfléchir à la constitution, bien sûr, des capitaux qui vont pouvoir être rassemblés. Notre idée, c'est d'essayer d'avoir déjà une base de capital durable, solide, bloquée par un certain nombre d'apporteurs actionnaires, et on souhaiterait qu'il y ait une partie la plus grande possible d'investisseurs aussi locaux. Donc on voudrait pouvoir ouvrir le capital avec de la présence d'entrepreneurs locaux, de personnes qui sont passionnées par le projet, qui soient de la région, du département, qui serait déjà une première ossature pour démarrer ce projet au niveau financier. Et puis ensuite, faire connaître suffisamment ce projet autour de nous pour pouvoir bénéficier de l'engouement de l'entourage de Pontigny avec des aides, des subventions, essayer d'avoir le plus de fonds possible pour les rassembler. Aujourd'hui, quand on essaye de chiffrer, mais là je suis vraiment très prudent sur les chiffres, parce qu'on est vraiment en train de préparer tout cela, on se dit que pour arriver à ce qu'on vous a présenté dans cette première ébauche de produits non exhaustifs, mais les principaux ateliers qu'on a des pains, de meunerie, de tisanerie, d'arboristerie, de distillerie, on imagine qu'il va nous falloir à peu près une dizaine de millions d'investissements pour arriver à mettre tout ça en place. Donc étaler dans le temps, parce que tout ne va pas se faire en un bloc. Il y aura une première partie, peut-être une moitié qui va être investie immédiatement, et puis l'autre moitié qui viendra progressivement pour compléter, à arriver à notre point d'équilibre. Et sur ces montants-là, il va falloir qu'on rassemble un minimum de capital, et on se dit qu'il faudra peut-être démarrer avec un montant de l'ordre de 2 millions de rassemblés de capitaux, et puis ensuite bien sûr mettre en place tous les autres apports de fonds qui pourront être des prêts, des prêts participatifs, des partenaires qui seront intéressés aussi aux liens à créer avec Pontigny, qui pourront peut-être aussi participer. Voilà, on est dans la préparation de ce plan, mais en gros c'est 5 années pour arriver à prétendre être un équilibre. Oui, je dirais qu'en plus, vous allez avoir toute la partie hôtelière, la partie restauration et la partie cafétéria qui vont être d'autres investissements. Et nous avons déjà un partenaire qui s'est proposé pour faire cette partie-là. Donc là, ce sera le deuxième investissement. Et le troisième investissement sera au niveau de ma fondation pour toute la partie culturelle et artistique. Eh bien, je vois qu'il n'y a plus du tout de questions. Ça veut dire que tout est clair et que c'est aussi un projet économique. Oui. Alors moi, j'avais une question sur un tout autre sujet, sur l'accès à la partie abbatiale, puisque finalement, on voit, l'image est tellement belle que quand vous montrez le domaine, vous montrez l'abbatiale, mais c'est la seule qui n'est pas dans le projet privé. Quel sera l'accès demain? Je vous arrête. Oui. C'est évident que l'abbatiale fait partie de l'ensemble. Ah. Elle fait partie de l'ensemble. Attendez. Elle fait partie de l'ensemble sous la forme suivante. C'est-à-dire qu'il y a un accord qui sera pris avec l'archevêque que nous avons rencontré, de façon à ce que les offices continuent comme ça a lieu aujourd'hui, que lorsqu'il y a une ordination, eh bien, on laisse la totalité de l'abbatiale à la disposition de l'archevêque.
Mais le reste du temps, oui, l'abbatiale fera partie de la visite. L'abbatiale aura ça ne sera pas une privatisation, mais une forme de privatisation. C'est-à-dire que ça restera... Ah mais attendez, il faut savoir ce qu'on veut. Moi j'ai un projet, il est global, il est indispensable d'intégrer l'abbatiale pour le réussir. Et là, j'ai pas... Alors ça, c'est très simple. Si pour une raison ou une autre, l'abbatiale n'était pas intégrée à ce projet, je dis d'une manière ou d'une autre, et il ne s'agit pas de privatiser, de fermer l'abbatiale. Il s'agit simplement de dire à quel moment elle est ouverte au public et à quel moment elle est ouverte au public dans le cadre des visites touristiques. C'est tout à fait différent. Et j'ai dit plusieurs fois d'ailleurs au maire de Pontigny que tous les habitants de Pontigny auront un pass et pourront venir été comme hiver, 365 jours par an, sans payer un centime. C'est ce que je fais à Wattwiller. Tous les habitants de Wattwiller entrent gracieusement pour visiter les expositions, pour rencontrer. Attendez, c'est normal. Et ce sera le cas pour tous les habitants de Pontigny. Maintenant, imaginez qu'on coupe la visite de l'abbatiale, qu'on laisse l'abbatiale grande ouverte. Ben écoutez, vous me trouverez les financements d'un centre d'art, d'un lieu touristique, et c'est vous qui paierez les 30 personnes qui seront à l'accueil. Mais moi, je ne me sens pas capable, mais je l'ai dit dès le départ, c'est quelque chose que je n'ai jamais caché, aussi bien aux associations, même lorsque ça devait déplaire à Micheline Durand. C'est quelque chose que j'ai toujours dit, je n'ai jamais modifié mon point de vue, et je ne le modifierai pas. François, d'autant, si je puis me permettre, qu'il y a un code général des collectivités locales, il y a un article qui précise cette problématique et nous entendons parfaitement respecter la loi d'une manière générale et le code général des collectivités locales en particulier sur ce domaine comme sur tous les autres. Et donc après, il y a une concertation avec l'évêché et avec les autorités religieuses et avec la mairie. Et avec la mairie. Et tout ceci est déjà en cours. Les choses sont claires depuis le premier jour. Monsieur le maire, vous en êtes témoin, j'ai toujours tenu le même discours. Madame Durand, vous en êtes témoin, j'ai toujours tenu le même discours. Eh bien, je ne changerai pas. Voilà. Saint-Éric Delclerc, vous le prenez assez mal, alors que c'était... Non, je ne prends jamais les choses toutes mal. Les personnes informées du dossier, parce que là, vous n'en parlez pas du tout, et je n'étais pas informé de ces détails du dossier, comme le grand public, j'imagine. Non, mais vous avez raison. Voilà. Non, mais je ma prends question. pas mal. Voilà. Je prends pas mal les questions. C'est parce que simplement, je veux dire, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de ce genre de réunion. C'est pas quelque chose que je connais. Je pense que j'ai dirigé quelques entreprises, mais ce genre de réunion, je peux dire, c'est la première que je fais. Et donc, excusez-moi de réflexe, c'est ma nature, peut-être, avec tous les défauts, et puis peut-être quelques qualités. C'est tout. Moi, j'ai juste envie de dire, vous savez où vous allez, vous avez un beau projet, il faut vous laisser faire, il faut vous faire confiance. Et c'est comme ça que vous pourrez arriver, avancer et arriver à ce que vous voulez. C'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui vont froisser certains, qui vont déranger d'autres. Mais en même temps, comme vous disiez tout à l'heure, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir où on va. Exactement. Et à partir du moment où on veut apporter quelque chose qui ouvre Pontigny, qui apporte des bonnes choses à Pontigny, eh ben, faut pas avoir peur d'avancer, faut pas avoir peur d'ouvrir les portes et faut y aller quoi. Et on en sera tous. Mais madame, on a besoin de vous aussi. On a besoin de vous. Certains d'entre nous vous ont déjà rencontrés et on va recommencer et continuer, et notamment au cours du premier trimestre 2021. On est complètement, comme disait avec Louis et puis on travaille tous ensemble et on est prêt à apporter une corde en plus à l'arc mais c'est ce qu'il faut. J'ai commencé en vous disant, si nous arrivons à réunir toutes les forces vives de la région, tous les talents, toutes les passions, eh bien nous pourrons aller très très loin, être beaucoup plus ambitieux que ce projet ne peut l'être. Et je crois que ce lieu le mérite.
Bien sûr. Et ce milieu mérite qu'on aille très très loin. Alors ne diminuons pas notre ambition. Soyons un... Oui. Juste une dernière petite question. Déjà pour la fréquentation de l'abbaye, c'est tout à fait logique qu'il y ait un contrôle quelque part, parce que déjà, s'il y a 400 000 personnes qui viennent à côté, ça va être une foire ribon à l'intérieur. Donc quelque part, c'est pas plus mal. Mais par contre, j'ai une question peut-être plus pour Amandine. Est-ce que vous prévoyez quand même un petit bout de terrain pour mettre quelques pieds de vigne? Mettre quelques pieds de vigne. Et à la Grange de Beauvais, il y a un lien direct entre la Grange de Beauvais par un sentier qui a été fait par Patrick Henry et son équipe. Et donc, si on veut visiter les vignes, il y a un carré de vigne. Vous avez combien? 3000 m², 2000 m²? Donc ils ont les vieux cépages. Ouais, c'est ça, ouais. On a planté, donc, pour avoir les droits de plantation déjà, avec Agrimaire. Donc on a quelqu'un que vous connaissez certainement, Monsieur Couillot, qui a bâti donc un conservatoire des cépages. Et notre conservatoire des cépages est un peu particulier, parce que quand on dit conservatoire, c'est souvent pour conserver des vieux cépages. Nous, c'est pour mettre en valeur les 10 cépages pour élaborer tous les vins de l'iode. Donc on a les 6 blancs, les 4 rouges, enfin les 3 rouges plus le rosé, qu'on retrouve aussi bien à Tonnerre, à Joigny, à Chablis, à Saint-Brie, tout ça et tout. Je peux les citer: Aligoté, Auxerrois, Chardonnay, Melon, Sassy, Sauvignon, César, Pinot Gris, Pinot Noir, Gamay, voilà quoi. Et donc c'était un endroit où on peut tout retrouver. Donc c'est un endroit où on a déjà imaginé, bon, faire de l'œnologie évidemment, mais faire de l'ampélographie, puisqu'on va retrouver tous les cépages sur la même parcelle. Et on a commencé aussi à l'étendre, puisqu'on a trouvé des particularités du département qui étaient bonnes à montrer, notamment la cuvée de l'Ampleur, qui est à Bernouilles, c'est ça, oui. Voilà, donc un pied franc, on a du fier gris. Donc on essaie de rassembler pour montrer aux gens tout ce qui peut exister, pour mettre en valeur donc tout le domaine viticole dans le département. Le chablisien évidemment par son chardonnay, mais bon, depuis le pinot noir par l'emblématique pinot noir. Mais donc on a cette parcelle qui est plantée donc avec des allées très larges, enherbées pour que ce soit praticable, suivie par 2 viticulteurs que je peux citer. Il n'y a pas de mérite, j'en ai un derrière moi, Monsieur Jean Michaud et Jean-Paul Dron. Voilà. On a plein de viticulteurs qui nous aident aussi. Et l'idée est venue d'une pièce maîtresse, de quelqu'un qu'on a un souvenir assez proche, qui nous a quittés, à Desmar-Boudin. Voilà. Donc cette parcelle serait à la disposition de tous les tour opérateurs, de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc on imagine que ça va pouvoir rayonner. On doit faire les premières vendanges cette année avec les piliers chablisiens. On est en train de travailler là-dessus pour mettre en valeur ce domaine. Donc tous les cépages sont identifiés avec des panneaux. Donc la vigne serait déléguée à la Grange de Beauvais. Oui, il n'y aura pas de vigne, enfin je ne crois pas que vous ayez prévu des vignes, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Sur place. Sur place. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que l'exposition soit optimisée pour sortir il me semble, M. Poitou, que l'AOC Chablis commence à 3 ou 4 km, non à Ligny-Châtel. Voilà, oui. Voilà. Et puis le conservatoire est bien là-bas, la Grange de Beauvais, c'est bien. C'est lié, oui. C'est directement lié. Donc moi je suis à votre disposition pour ceux qui ne connaissent pas encore, pour venir voir, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé. Bon là je pense que ça va être un palier, c'est très bien pour tout le monde, mais on est demandeur d'idées aussi. Comment l'animer ce conservatoire? C'est ça qui est important, parce que maintenant les pieds vont avoir 5 ans, donc c'est productif, on peut avoir du raisin, on peut avoir des ateliers de taille, on peut avoir des vendanges, on peut avoir tout ça. Donc il y a matière à faire, donc je suis prêt à recevoir tous les gens de l'extérieur, on n'est pas fermé du tout. On a monté ça un petit peu entre nous, on a beaucoup de bénévoles, c'est l'avantage, avec plein de viticulteurs qui nous ont aidés, mais bon, ça a besoin de vivre. Donc aidez-nous à le faire vivre. Je pense qu'il y a un lien évident qui va se faire entre la cité des vins, effectivement, et puis cette parcelle. Forcément, oui. Les tours opérateurs pour revenir emmener des gens. Évident. On est côte à côte. Plus aucune question? J'ai une petite question. Tant qu'on est sur l'aspect production, je suis Caroline de l'UM Républicaine, juste pour me présenter.
Peut-être pour vous, Madame Saint-Phal, on parlait du temps qu'il était nécessaire aussi pour mettre tout ça en œuvre, d'un point de vue maraîchage, arboriculture, etc. C'est des choses qui ne se font pas en un jour non plus. Est-ce que dans le projet, ça fait partie des choses qui seront prioritaires, de vraiment faire tout le travail de terre avant de penser à la mise en vente des produits, parce que pour faire de la confiture ciblée Abbaye Pontigny, il faut aussi qu'il y ait sur place le nécessaire pour le faire. Oui, bien évidemment, tout l'aspect production est prioritaire. Il est prioritaire à deux titres. D'une part parce que en fait, il est partie intégrante du volet paysager, et si on veut que l'abbaye, enfin, que l'ensemble du projet même rayonne, il faut que le lieu soit beau. Et donc, pour que le lieu soit beau, il faut qu'il soit bien paysagé. Et donc, forcément, c'est une des priorités. Et puis, en effet, comme vous le dites, il faudra mettre la priorité aussi sur la production de la matière première pour derrière. Donc, la réponse est oui. Dès 2022, si on peut, et sinon 2023, il y aura de la production maraîchère et de plantes aromatiques dans l'enceinte de l'abbaye. Et il y a déjà des arbres fruitiers qui donne, donc on a déjà une production sur place. Je voudrais simplement rappeler publiquement que nous nous connaissons donc depuis presque un an maintenant, et que nous avons décidé effectivement de vous accorder notre confiance. Que ma petite remarque tout à l'heure ne soit pas engueulée. Mais nous continuerons, je pense, à... Je n'ai pas d'angoisse. C'est ça. Eh bien alors, s'il n'y a plus... Ah oui. Non, ce ne sera pas une question, c'est juste qu'on puisse prendre un petit moment ensuite pour les interviews au micro. Les besoins de la radio étant ce qu'ils sont, j'aurais quelques questions à vous poser. Moi, je donne pas d'interview. Je suis trop mauvais. Même pour parler de l'aspect puzzle de ce projet que vous avez si bien expliqué tout à l'heure. Vous avez Bruno Choc. Ah, mais j'aurais besoin de vous trois. Vous voyez, je suis un petit peu exigeante. Je vous prends pas très longtemps. Écoutez, je vous assisterai. Bien, écoutez, merci. Alors, vous pouvez tous prendre un dossier et puis un livre sur la fondation.